RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Illico Cash, ma banque mobile. Comment améliorer le cadre légal de gestion du contentieux électoral en droit congolais? La question était au centre de la réflexion organisée par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec les PNUD. Ces travaux qui réunissent des juges, des hauts magistrats, des experts de la CENI, des avocats et des acteurs de la société civile vont se clôturer le jeudi prochain. Vous ne le savez peut-être pas, ce 19 novembre, l'humanité célèbre la journée mondiale des toilettes pour cette année 2024. Un accent particulier est mis sur l'assainissement des toilettes pour être en harmonie avec soi-même. Et nous aurons un invité dans ce journal. Il s'agit de Maître Moïse Pika. Avec lui, nous allons revenir sur les états généraux de la justice qui se sont clôturés le 16 novembre dernier. Mais avant tout cela, sachez que 2 buts contre 1, les Léopards de la République démocratique du Congo viennent de concéder leur deuxième défaite de suite aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025 face au Walia de l'Éthiopie ce mardi au stade de Martyrs de la Pentecôte en match de la 6e et dernière journée de cette phase de pré-compétition nationale africaine. Après avoir perdu 1-0 face à la Guinée, malgré cette défaite, les hommes de Sébastien Desabre terminent premier du groupe H avec 12 points, suivi de la Tanzanie avec 10 points. Et puis le mausolée de Patrice Emery Lumumba, situé à la place échangeur de l'Umité à Kinshasa, a été profané par des individus non identifiés dans la nuit du 18 au 19 novembre. Selon un responsable du site de l'échangeur de l'Imité, les intrus n'ont pas touché au monument, mais ils ont réussi à casser les vitres du mausolée. Le cercueil contenant la relique de Patrice Emery Lumumba a été cassé. Nous ne savons pas encore si la relique est toujours présente, si elle a été emportée, a expliqué ce témoin. Et on va changer de chapitre. Un réseau de parlementaires de 3 provinces où passe le parc de la Lomami vient d'être créé pour faire le suivi des activités de cet espace protégé du patrimoine mondial et aussi pour accompagner l'ICCN dans l'ensemble de son programme. C'est une des grandes options levées au cours du forum de 3 jours organisé à l'ICCN à l'amphithéâtre de l'université Papon à Kindu, où les acteurs de 3 provinces de la Tchopo, Sankuru et du Maniema ont pris part. La planification des activités qui seront réalisées en 2025 a été adoptée à l'unanimité par les participants. Suivez ce reportage de Roger Eboli d'Anzenga, notre père Manon depuis Kindu. Le membre du comité de coordination du site Koko Science sur du parc national de la Lomami ont adopté le lundi à l'unanimité le plan des activités qui seront réalisées en 2025. C'est lors d'une grande réunion qui a réuni les acteurs qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans la gestion des aires protégées qui serpentent les provinces d'Imanema,
de la Chopo et de Sankourou. Avec la présence des honorables députés provinciaux des 3 provinces précitées, des circulaires présidents de leurs organes délibérants, c'était une occasion de créer le réseau des parlementaires de 3 provinces où se trouve le parc de la Lomami. Dr Kibungi Mutanga Junior, questeur au bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, parle du rôle de ce nouveau cadre qui va jouer. Nous avons été invités à cette réunion qui concernait le comité de coordination du site du parc national de la Lomami, comme étant d'abord originaire de Kailo, là où le parc s'installe, et aussi en qualité de député provincial. Nous sommes très satisfaits du fait qu'on est passé en revue les activités ou les réalisations de l'année passée, parce qu'on était en train de planifier les activités pour 2025 et aussi l'organisateur a pris compte dans la planification pour 2025 de tout ce qui est comme désidérata pour nous, la population de Kailo. Pour moi, je suis satisfait parce que j'ai été entendu. Il y a un réseau de parlementaires qui vient d'être créé pour 3 provinces, plutôt Chopo, Sankourou et Maniema, où se trouve l'espace du parc de la Lomami. Et ensemble, nous allons commencer à suivre les activités. Ensemble, nous allons commencer à accompagner l'ICSN dans la réalisation de ces grands projets qui est le parc de la Lomami, pour que nous, comme représentants de la population, nous puissions d'abord nous intégrer sur le plan de développement de ces parcs. Au finish, le président des assemblées provinciales de Sankourou et de la Chopo sont passés rendre le civilité à leurs collègues du Maniema ce mardi. Tour à tour, ils ont exprimé les sentiments qui leur habitent. Voilà, ces travaux ont eu lieu à l'université Mapon. Au dernier jour de sa mission d'itinérance dans la province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a inauguré le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga ce mardi 19 novembre 2024. Un bâtiment de 3 niveaux construit selon les normes internationales et qui comprend une grande salle de réunion de 500 places assises, 48 bureaux en raison d'un seul pour chaque élu. Et bien avant cette inauguration, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion du Conseil de sécurité qui a réuni plusieurs autorités et services de sécurité et de défense de la province du Haut-Katanga. Il ressort de cette rencontre que la situation sécuritaire est calme. Des orientations ont été données par le chef de l'État pour le maintien de l'ordre public. Jacquemain Chabani Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a fait le point ici au micro de Suzy Kibira. Suivez. L'opinion doit retenir que le président a eu autour de sa table toutes les institutions et les personnalités concernées par la sécurité et la défense de la province du Haut-Katanga, mais par la présence du commandant de la 22e région militaire, on a eu l'avantage d'avoir la situation de tout l'ancien Grand Katanga, et ça a permis de faire un échange d'informations et un échange sur la situation sécuritaire. Et le président de la République a eu aussi l'opportunité de donner des instructions claires et fermes aux différents services sur la façon dont ils doivent se comporter et prendre en charge la situation. Le rapport qui lui a été fait renseigne que la situation est relativement calme. C'est vrai qu'il y a certains faits qui ont été relevés, mais dans l'ensemble, la situation est relativement calme. Et le président en a profité pour donner des instructions en ce qui concerne les perspectives à venir. Et à Ottawa, au Canada, où elle séjourne, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu en audience le ministre canadien du Développement international. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné sur la diplomatie et la coopération bilatérale, ce après l'ouverture de la conférence Afrique-Canada sur le rythme de développement de l'Afrique où Judith Suminwa a présenté les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans le monde des affaires. Suivez ce reportage. Dans son mot d'ouverture à cette conférence qui consacre également le 30e anniversaire de la Chambre de commerce Canada-Afrique, le représentant du Premier ministre Justin Trudeau
Le ministre du Développement international, Ahmed Houssine, a signifié que le Canada compte mieux faire dans ses relations avec l'Afrique en partageant son expérience dans les domaines divers et les meilleures pratiques pour aider au développement du continent africain dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Le soutien du Canada passera également à travers la diaspora pour laquelle le pays veut créer un mécanisme d'implication formelle des communautés africaines vivant au Canada. À son tour, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a profité de la tribune de cette conférence pour inviter les investisseurs canadiens à venir investir en RDC que l'a présenté comme pays solution et meilleure destination pour les investissements. Pour Judith Suminwa, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. La RDC non plus c'est géant au pied d'argile. Elle devient par excellence la terre de destination de capitaux pour un devenir meilleur. Elle est une panacée aux problèmes qui terrifient l'humanité et cela n'a plus besoin d'être démontré. Mesdames et messieurs, la conférence Afrique Accelerating 2024, qui se tient simultanément à Ottawa et à Toronto, vise à canaliser le changement et à renforcer la résilience économique et sociale sur notre continent. En plus de promouvoir les initiatives de développement durable, elle constitue une plateforme stratégique pour établir des partenariats entre États, entreprises privées, organisations non gouvernementales et acteurs financiers internationaux. C'est dans cette optique que la République démocratique du Congo se présente en dépit d'une guerre d'agression injuste dans sa partie Est comme pays solution, mais aussi comme acteur dynamique et incontournable. Ces travaux du Forum Afrique-Canada 2024 vont se poursuivre jusqu'au 20 novembre 2024 à Toronto. L'agenda de la Première ministre prévoit en outre des rencontres avec les autorités du pays et d'autres investisseurs. De retour à Kinshasa, la salle Majesté de l'hôtel Hilton à Kinshasa-Gombe accueille depuis ce mardi les travaux du séminaire de réflexion sur l'amélioration du cadre légal de gestion du contentieux électoral en droit congolais, organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce séminaire de 3 jours réunit des juges de la Cour constitutionnelle, des hauts magistrats civils et militaires, des experts de la CENI, des avocats ainsi que des acteurs de la société civile. Dieudonné Kamuleta, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, a ouvert les travaux. Elvis Ebama Mokamba pour le reportage. Réfléchir notamment sur le renforcement du cadre législatif de traitement des contentieux électoraux en droit congolais est le leitmotiv de ce séminaire. Une occasion pour les juges des ordres constitutionnels et administratifs d'échanger sur les difficultés techniques, voire matérielles rencontrées dans l'exercice de dire les droits dans les contentieux électoraux en évoquant les faiblesses des textes existants en matière d'élection face aux exigences du procès équitable. Le contexte actuel, marqué par une soif de justice et de clarté dans le processus électoral, rend d'autant plus pertinente cette rencontre. En ouvrant les travaux de ce séminaire, le président du Conseil supérieur de la magistrature a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision éclairée de l'état des droits en RDC. Dieudonné Kamuleta a par la suite souligné les objectifs de ces travaux. Je saisis en outre l'opportunité qui m'est offerte pour rendre hommage au chef de l'État, lui qui a lancé la grande vision de l'état de droit, qui veut en sorte que les citoyens de ce pays soient consolidés dans leur choix afin d'apaiser et d'assurer la justice sociale. Le présent séminaire constitue par conséquent un lieu pour échanger vos expériences, vos difficultés rencontrées dans l'exercice de votre juridiction au cours de l'examen de dossiers des contentieux électoraux vous soumis, de relever les faiblesses des textes régissant la matière et formuler des recommandations pour améliorer le cadre législatif. Après cette étape, ce sont les travaux en commission pour des échanges et la formulation de recommandations. La moisson sera transmise au Parlement, au gouvernement et à la CENI. Le conseiller du chef de l'État au collège politique et électoral et le président de la CENI prennent part à ces assises.
Dans ce même secteur, la révision de la Constitution continue à susciter des réactions. La Lucha section Ituri, qui s'est exprimée ce mardi 19 novembre, s'oppose fortement à cette idée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de vouloir modifier la Constitution. Elle estime que ce n'est pas encore le moment. Suivez Banza Moïma, coordonnateur provincial de la Lucha, au micro de Jolie Palmer Sekouye. Nous, la Lucha, on a travaillé depuis des années. Et si aujourd'hui la République démocratique du Congo bénéficie de l'alternance politique, dont aujourd'hui Félix Tshisekedi est le président de la République, c'est grâce à nos efforts. Aujourd'hui, on s'est dit, on s'est beaucoup bâti. Nos martyrs s'est beaucoup bâti pour dire non au changement de la Constitution et arriver à l'alternance politique. Et si aujourd'hui, le même président qui était aussi militant du changement, le problème des Congolais, ce n'est pas la Constitution, plutôt c'est le bien-être, le social, etc., etc. Pourquoi le modifier? On n'a pas vu l'importance de modifier cette Constitution parce que c'est une Constitution qui nous garantit tout ce que nous avons besoin. C'est pourquoi on a donné notre position aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, que nous, de la Lucha, nous ne sommes pas prêts et nous ne sommes pas d'accord de voir changer la Constitution de la République. Ça ne se fera pas. C'est lui qui a dit, moi je répète ce qu'il a dit. Plutôt, on construit un pays dans le développement, dans la création des emplois, donner les militaires, les enseignants un bon salaire. Moi, je répète ce que lui a dit. Et pourquoi aujourd'hui il peut revenir encore de changer la Constitution? Je l'annonçais tantôt au début, un invité dans cette édition du journal, il s'agit de Maître Moïse Pika. Il est membre de la commission préparatoire des États généraux de la justice. Bonsoir Maître. Bonsoir mon frère. Avec lui, nous allons parler bien entendu des enjeux de cet État ou de ces États de la justice, États généraux de la justice qui se sont clôturés avec 359 résolutions. Est-ce que ce ne sont pas des textes de trop quand on sait que dans le secteur de la justice, en 2015, il y avait aussi, je peux dire, des États généraux, et il y avait aussi des résolutions qui étaient issues de ces réflexions, mais qui n'ont jamais été appliquées? Ce ne sont pas des textes de trop comme tu venais de l'évoquer, bien qu'en 2015, notre pays ou le gouvernement congolais avait organisé les États généraux de la justice. Je voudrais d'abord signaler ou rappeler que les États généraux de la justice de 2024 n'avaient pas pour objectif de mettre en cause les résolutions ou les propositions qui ont été faites en 2015. Alors, deuxième élément, c'est que en 2024, il y a eu quand même certaines résolutions ou conclusions qui n'ont pas fait l'objet en 2015. Parce que, comme tu venais de l'évoquer tout à l'heure là, 359 résolutions ou conclusions ont été proposées pour que, dans le cadre des réformes donc de la justice. Mais je vais prendre parmi ces 359, 5 ou 4 résolutions phares. Premièrement, la suppression du Conseil supérieur de la magistrature sont des propositions. La suppression du Conseil supérieur de la magistrature pour les conseils supérieurs de la justice. Oui, c'est ça la question. Qu'est-ce qui change en termes clairs? Qu'est-ce que l'opinion peut retenir par rapport à ce changement? D'abord, sur le plan moral, il y aura un impact. Parce que je voudrais signaler à l'opinion publique que la justice n'est pas seulement le Conseil supérieur de la magistrature. Ou encore, le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas la justice. La justice, c'est un organe qui est créé pour gérer les acteurs de la justice, notamment ceux qui sont au niveau de la magistrature, magistrats debout, magistrats assis, ainsi que d'autres personnels de la magistrature. Mais la justice, c'est presque tout le monde. Parce que je me rappelle que lorsque le chef de l'État avait déclaré que la justice congolaise était malade, une catégorie de personnes, notamment les magistrats, excusez-moi, avaient pensé que le chef de l'État s'était seulement adressé à eux. Alors que la question de la justice est une question qui concerne tout le monde. Voilà pourquoi vous leur avez réglé les comptes à travers il n'y a pas règlement de comptes. Je voulais préciser qu'il n'y a pas règlement de comptes. Ça entre plutôt dans le cadre des réformes des institutions. Je passe deuxièmement,
nous avons pensé à ce que nous puissions réduire le nombre de membres qui composent le Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes le seul pays au monde où le Conseil supérieur de la magistrature est composé de plus de 300 membres. J'ai essayé, moi personnellement, j'ai essayé un peu de mener quelques recherches. J'ai vu qu'après la RDC, c'est le Mexique. Parce que vous savez que le Mexique est un pays où il y a plus de trafic de drogue. C'est comme ça qu'on a essayé de renforcer leur Conseil supérieur de la magistrature pour traquer les trafiquants de drogue. Mais nous, c'est plus de 300. Oui. Notre Conseil supérieur de la magistrature est composé de plus de 300 membres. Oui, et en quoi ça gêne? Ça ne gêne pas. Lisez l'article 152 de la Constitution. Vous allez voir comment est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature est composé. Presque tous les chefs de juridiction, militaires ou civils, tous les parquets, militaires ou civils, ainsi que d'autres juges au niveau des cours d'appel. Vous avez réduit à combien cette fois-ci? On n'a pas encore déterminé le nom parce que la question doit passer par le Parlement. Vous avez réduit, mais en réservant une place de choix au ministre des tutelles. Certainement. Il fera partie également de pas seulement les ministres de la Justice. Vous savez, le président de la République préside le Conseil de la Défense. Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le président de la République préside presque tous les conseils, sauf les conseils supérieurs de la magistrature. Alors, nous, les participants à ces états généraux, nous avons pensé qu'il serait nécessaire que le président de la République préside aussi les conseils supérieurs de la magistrature ou les conseils supérieurs de la justice. Et que le ministre ayant dans ses attributions la justice et les gardes des Sceaux soient aussi membres du conseil supérieur de la magistrature. Pour une raison, les ministres de la justice, selon la loi de 2011, la loi 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, le ministre de la Justice a pouvoir d'injonction de poursuite sur les magistrats. Alors, on se pose la question, pourquoi le ministre, lui qui peut donner des injonctions de poursuite aux magistrats ou aux parquets, notamment les procureurs généraux pour la Cour de cassation, pour poursuivre tel ou tel autre individu dans le cadre des infractions pénales, pourquoi il ne peut pas faire partie du Conseil supérieur de la magistrature? Le président de la République, qui préside tous les autres conseils et qui est magistrat suprême, ne s'arrête qu'à signer, n'est-ce pas, les propositions faites par les conseils supérieurs de la magistrature lorsqu'il s'agit, par exemple, de la nomination. Mais il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors, nous avons pensé que le président de la République peut aussi faire partie des membres des conseils supérieurs de la magistrature. Troisièmement, la nouvelle composition, c'est ce que je viens d'annoncer ici, la nouvelle composition. Oui. Quatrièmement, la suppression de la pratique de visa au niveau des juridictions. C'est très grave, mon frère. Vous savez, la justice ou encore les conseils supérieurs de la magistrature ne peut pas prendre en otage la justice. Qu'est-ce que cela signifie, cette pratique-là? La pratique des visas. Vous êtes une composition de juges. Vous siégez pour une affaire. Vous avez suivi les débats du début jusqu'à la fin. Maintenant, pour décider ou pour condamner ou bien pour acquitter, pour prendre une décision ou un arrêt selon les juridictions, vous devez attendre le visa du chef de votre juridiction. Si le chef de votre juridiction ne vous dit pas trancher avec D ou trancher avec D, vous ne pouvez pas donner... Désormais, vous avez proposé la suppression de cette pratique-là. C'est une pratique illégale qui n'est reprise à aucun texte. C'est une pratique instaurée par eux-mêmes. Aucun texte ne reprend cette pratique de visa. Voilà. C'est comme ça que nous avons pensé à ce que cette pratique-là, bon, les chefs de juridiction appellent ça l'encadrement. Il faut encadrer les décisions, il faut encadrer les juges avant de prendre les décisions, avant de prononcer, tout ça. Mais nous avons estimé que c'est à travers cette pratique de visa que les politiciens ont la même mise sur les décisions de justice. Que aussi les expatriés qui viennent à tout moment, lorsqu'ils ont des dossiers au niveau de nos cours et tribunaux, ils passent par quelque part pour corrompre et en fait d'avoir raison. Désormais, ça ne se fera plus comme ça. C'est comme ça que nous avons proposé la suppression de cette pratique des visas. Alors, aussi, question, maître, oui. Nous avons aussi proposé à ce que les parquets fassent aussi des pouvoirs judiciaires. Lorsque vous lisez l'article 149 de notre Constitution, elle dispose ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Elle est dévolue aux cours et tribunaux. C'est-à-dire que l'article 149 ne cite pas les parquets comme étant dans le pouvoir judiciaire. Alors, nous avons proposé la révision de cette disposition de la Constitution pour que les parquets fassent aussi
partie du pouvoir judiciaire. Voilà. Et en fin de compte, nous avons proposé au gouvernement congolais de bien prendre soin de nos magistrats. Voilà. Parce que si les magistrats ne sont pas bien payés, si leurs conditions de travail n'est pas bien prises en charge, eh bien, la conséquence c'est quoi? C'est que ça sera la corruption. La création du parquet financier, vous l'avez aussi proposé. Pour quelle utilité aujourd'hui? La création du parquet financier, nous l'avons proposé parce que nous avons estimé que nos parquets sont un peu surchargés par les autres dossiers. Alors, si on crée un parquet financier à côté, ce parquet aura pour but de poursuivre tous ceux qui commettent les infractions économiques ou financières de notre pays. Alors, vous avez aussi proposé qu'on adopte un peu la notion de la double nationalité. Et vous savez que c'est interdit par la Constitution. Alors, pour d'aucuns, les États généraux de la justice, vous avez servi de plateau en or pour qu'on arrive à réviser la Constitution. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est qu'on pense que toutes les propositions que nous avons faites vont entrer directement en application. Non. Ça doit passer par... Mais quand vous proposez la double nationalité, donc on doit modifier la Constitution. C'est-à-dire quoi? On peut dire que les participants aux États généraux de la justice... C'est ce que je suis en train de dire. Vous optez pour la révision de la Constitution. Non, on doit réviser la Constitution pas seulement pour cette raison-là. Il y a beaucoup de raisons. Lorsque les participants étaient dans les ateliers, il y a beaucoup de raisons qui ont été évoquées pour que la Constitution de 2006 soit révisée. Mais je voudrais préciser que tout ça ne sont que des propositions qui doivent passer par la législation, c'est-à-dire par les débats au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc ça ne s'arrête qu'au niveau des propositions. C'est au Sénat maintenant de voir comment les insérer dans nos législations. Alors nous sommes dans le journal, je vous pose la dernière question, Maître Moïse Pika, et nous apprenons que les syndicats des magistrats n'adoptent pas toutes les recommandations, puisqu'il me semble qu'il y a tout ce qui a été décidé pendant les ateliers, ce n'est pas tout ce qui est revenu dans les recommandations et qu'ils sont... La vérité, c'est quoi? Oui. La vérité, c'est que nous... Qui a trafiqué? On n'a pas trafiqué. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas trafiqué. D'où viennent les recommandations rejetées par les syndicats? Je suis membre de la commission préparatoire des États généraux. J'ai participé pendant du début jusqu'à la fin des États généraux et j'avais aussi mon atelier. Pour nous, c'est quoi et la vérité, c'est quoi? C'est que on a créé 9 ou 10 ateliers, n'est-ce pas? Alors, dans tous les ateliers, il y avait presque des membres. Il peut arriver que vous êtes magistrat, vous avez participé à l'atelier, par exemple, de mon atelier qui parlait de l'indépendance de la justice, et que votre collègue n'a pas participé à l'atelier où on a traité cette question-là. Il a été membre d'un autre atelier. Alors, lorsqu'on met toutes les résolutions ensemble, c'est comme ça que le ministre était très sage. Le vendredi 15, il a réuni tous les ateliers pour que toutes les propositions fassent l'objet d'exposer devant tout le monde, tous les membres des ateliers. Alors, vous qui n'avez pas assisté ou pris part dans un atelier 2, par exemple, qui était le mien, vous n'avez pas le droit de contester les résolutions qui ont été prises dans l'atelier 4. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, lorsque les magistrats disent que nous contestons ça, cela signifie tout simplement qu'ils n'ont pas pris part, que tous les magistrats n'ont pas été dans un seul atelier. On avait dispersé. Il y avait les magistrats qui étaient dans l'atelier 1er, dans l'atelier 2, dans l'atelier 3, jusqu'au 9e. J'avais dit que c'était la dernière question, maître. Donc, mais les États généraux de la justice... Donc, il n'y a pas de trafic des résolutions. N'ont-ils pas servi de cadre pour savonner un peu les magistrats de la RDC? Non, non. Le ministre de la Justice, lorsqu'il avait pris les pouvoirs, il a initié les réformes. Alors, il fallait passer par les États généraux. Le chef de l'État dit que notre justice est malade. Le ministre s'est posé la question, quelle thérapie que nous devions donner à notre justice pour que cette justice soit, n'est-ce pas, guérie. C'est comme ça que le ministre a commencé, le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, a commencé par initier les États généraux. C'est dans le cadre des États généraux que nous avons découvert la maladie qui est en train de déranger notre justice. Les propositions faites constituent la thérapie pour guérir la maladie de notre justice. Il n'y a pas de trafic de résolution dans le cadre des magistrats. Il n'y a pas à profiter pour faire quoi que ce soit. Non, non. Tout ce que nous faisons, tout ce que le chef de l'État fait, tout ce que le gouvernement fait, ou tout ce que les ministres constants nous demandent, c'est pour l'intérêt de la nation. Merci beaucoup, Maître Moïse Pika. Je rappelle que vous avez été membre de la commission préparatoire des États généraux de la justice et vous avez même animé un atelier. Merci pour ces éclaircissements. Nous reviendrons à vous dans une émission plus élaborée. Le temps pour nous de poursuivre ce journal en disant que l'intersyndicale nationale de l'administration publique s'insurge
contre un groupe de syndicalistes élus et non élus qui entend mettre en place un comité de crise pour remplacer la délégation syndicale du secrétariat général du budget. Cette mise en place viole l'article 96 des statuts des agents de carrière des services publics de l'État qui insiste sur le caractère représentatif des organisations syndicales. Dans une déclaration rendue publique ce 19 novembre, le président de l'UNAP, Fidel Kiyangi, invite le secrétaire général au budget de ne traiter qu'avec la délégation syndicale légale et légitime dont le président est Bob Moulumba. Suivez cette déclaration. L'intersyndicale nationale de l'administration publique tient à fixer l'opinion des amis responsables des syndicats anarchistes, ce qui suit. Le mandat de la délégation syndicale ne prend fin qu'à l'organisation de nouvelles élections par le gouvernement via le ministère de la fonction publique. Il n'est nullement question à ce stade de recourir à une majorité par consensus, ce qui est prohibé par la loi, car celle-ci précise que la représentation des agents de carrière des services publics de l'État est assurée par une délégation syndicale élue. Les syndicats anarchistes et illégitimes n'ayant pas été votés en 2013 doivent donc attendre les prochaines élections pour espérer obtenir des urnes, les suffrages qui leur attribueront un mandat pour parler au nom des agents. Nous recommandons à Monsieur le secrétaire général au budget de ne céder à aucune intimidation et lui rappelons de ne traiter qu'avec la délégation syndicale légale et légitime composée des syndicats ci-après. CONAFI, FOSIFIN, SINAFET, FOSIN, SIGEMIFIN, SIRAP, RSFB. Ici des élections de 2013 conformément à la loi dont le président de la délégation syndicale, c'est le camarade Bob Moulumba. 5. Enfin, l'INAP demande au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, de bien vouloir faire appliquer son communiqué officiel numéro 013-2023 à l'attention des agents de carrière des services publics de l'État et des responsables syndicaux de l'administration publique du 14-2013 pour maintenir la paix sociale dans l'administration. Célébration ce 19 novembre 2024 de la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants, se situant en synergie avec la Journée des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre. Cette journée a pour objectif sensibiliser les gouvernements, les organisations et les citoyens afin de bâtir un avenir plus sûr pour chaque enfant en renforçant leurs droits et prévenant les abus. Mais que retenir exactement de cette journée? Christian Maïmona nous embrosse dans ce récit les tenants et les aboutissants. Il m'a dit, c'est notre petit secret, rien que nous deux. Sensibiliser le gouvernement, les organisations et les citoyens afin de bâtir un avenir plus sûr pour chaque enfant en renforçant leurs droits et en prévenant les abus, c'est l'objectif assigné de la Journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Célébrée le 19 novembre de chaque année et instituée depuis 2000 par la Fondation Sommet mondial des femmes, cette journée se situe en parfaite synergie avec la Journée des droits de l'enfant qui, elle, est célébrée le 20 novembre. Ce choix des dates symboliques renforce l'importance de la protection des droits des enfants à l'échelle mondiale et rappelle l'importance de la lutte contre toutes les formes de maltraitance et de violences dirigées vers les enfants. La journée attire l'attention sur l'urgence de protéger les enfants contre diverses formes d'abus telles que l'exploitation sexuelle et la violence physique, une sensibilisation qui va dans le sens d'éduquer les parents, les enseignants et les membres de la société sur la nécessité de prévenir les abus. En sus, cette journée éduque les enfants en les informant sur leurs droits et sur les moyens de signaler toute forme d'abus, car cela est essentiel
pour briser le cycle de la violence et offrir aux enfants un environnement sûr et protecteur. Sans cette démarche, ces abus pourraient avoir des conséquences dévastatrices sur le développement des enfants, leur santé mentale et leur capacité à apprendre et à se développer sainement. Soulignons que les abus et exploitations des enfants, notamment au niveau sexuel, constituent un problème universel et alarmant, d'où la nécessité pour les autorités compétentes ayant un rôle actif à jouer dans la promotion et le respect des droits de l'enfant d'intervenir de toute urgence par la diffusion des programmes de prévention. Les toilettes, un espace de paix, c'est le thème de la Journée mondiale des toilettes célébrée ce 19 novembre. Initiée par les Nations Unies en 2001, cette journée vise à sensibiliser le public à l'assainissement de son environnement. Le détail dans ce récit de Sephora Kapinga. Appelées lieu d'aisance, les toilettes sont un endroit de paix où l'on entre en contact avec soi-même et l'environnement. Cette journée vise à mobiliser les gens afin de remédier à la crise mondiale de l'assainissement et de les encourager à agir concernant cette crise de l'assainissement. En 2024, 3,5 milliards de personnes vivent encore sans service d'assainissement géré en toute sécurité selon l'ONU. Près de 419 millions de gens se soulagent en plein air par manque de toilettes sûres. Le manque d'entretien des toilettes conduit à des maladies comme la typhoïde, les infections et le choléra. Les enfants de moins de 15 ans sont de plus exposés à ces problèmes. La carence d'un bon assainissement a un impact sur la santé, la dignité et la sécurité. Avoir à déféquer à l'air libre pèse énormément sur la sécurité et la dignité de l'être humain. Pour faciliter l'accès aux personnes à des toilettes sûres afin d'éviter la défécation à l'air libre, les toilettes publiques doivent être placées dans différents coins de la ville. En République démocratique du Congo, l'entretien des toilettes publiques pose problème dans le grand centre urbain. Les odeurs des urines et des matières fécales dégagées par ces toilettes découragent les utilisateurs. Et voilà, on va rappeler les principaux titres de cette session d'information. Avant son retour à Kinshasa ce mardi, le chef de l'État a inauguré le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à Lubumbashi, un bâtiment construit sur fonds propres selon les normes internationales en la matière, avec une salle de réunion de plus de 500 places. Comment améliorer le cadre légal de gestion du contentieux électoral en droit congolais? La question était au centre de la réflexion organisée par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec les PNUD. Ces assises qui réunissent des juges, des hauts magistrats, des experts de la CENI, des avocats et des acteurs de la société civile vont se clôturer le jeudi prochain. Et puis, c'est 19 novembre, donc l'humanité a célébré la journée mondiale des toilettes. Pour cette année 2024, un accent particulier a été mis sur l'assainissement des toilettes pour être en harmonie avec soi-même. Voilà, fin de cette session d'information. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout pour le monde de votre temps. Bonne suite de programme sur la RTGA. Je vous dis au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une